The name's Bond. James Bond. The world's most famous secret agent is back. We aim to please. And this time, 007 is facing the ultimate enemy. The man who knows him best. Hello, James. What an unpleasant surprise. 006. What's the matter? No pithy comeback? Il y a un beau casting quand même. Hein. Il y a un super beau casting et puis encore une fois un exemple de bande-annonce qui s'avère envoyer du pâté quand même. Hein. Explosive à souhait. Is about to be caught in the Et c'est qui déjà? Ah oui, Cumming. Alan Cumming. Alan Cumming dans le rôle de Boris. Je suis bien invincible. C'était fou comme je m'en rappelais de ce personnage. Ah purée, il a marqué tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de La Grange. Grand retour. Salut Manu. Salut Serge. Ça va? Ouais, écoute bien. Bien. On se remet un petit peu la bande-annonce Dure de... la reprise, mais... Dure la reprise, mais on la reprend avec une petite bière, la bonne humeur, les chipsters, et puis aussi un nouveau film. Pareil, l'épisode de La Grange où on fait... avec Manu, là, on est parti sur un petit peu une redécouverte des classiques de notre enfance, entre guillemets. Vous n'êtes pas sans savoir que nous, on a beaucoup grandi avec les films des années 90, surtout. Essentiellement, et là on est parti un petit peu dans une série d'épisodes, on va revenir un petit peu sur tous ceux qui nous ont marqués, et là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va aborder comme film? GoldenEye. GoldenEye, my name is Bond, James Bond, vous êtes bien dans La Grange. Épisode GoldenEye, donc qui dit GoldenEye dit James Bond. Donc pour resituer, il s'est passé quand même pas mal d'années entre le dernier James Bond qui était Permis de tuer avec Timothy Dalton, qui est sorti en 1987. Et du coup après il y a eu un petit temps d'attente en fait où on se disait mais est-ce qu'ils allaient reprendre en fait un peu la licence James Bond? Il fallait aussi changer un acteur. Quel acteur allait incarner le nouvel agent 007? Et du coup, il a fallu attendre les années 90, fin de la guerre froide, avec la sortie du coup de ce tout nouveau James Bond qui est GoldenEye, film de Martin Campbell avec Pierce Brosnan en rôle tête, enfin en rôle d'affiche, en tête d'affiche dans le rôle de l'agent 007. Déjà, avant d'aborder plus en détail en fait le GoldenEye précisément, là, celui qu'on va parler aujourd'hui. Toi Manu par exemple, est-ce que James Bond c'est un truc qui était à cœur pour toi? T'as grandi aussi avec les classiques de James Bond étant petit? Non, alors je sais que toi t'aimes bien et que tu en as vu plein. Moi pas du tout. J'ai vraiment commencé avec Pierce Brosnan et puis je me suis un peu arrêté avec Pierce Brosnan. Franchement j'en ai vu, je pense sincèrement, j'en ai vu peut-être un avec Daniel Craig, mais et j'ai vu tous ceux de Pierce Brosnan, mais c'est tout. J'avais jamais vu même encore aujourd'hui, tu vois. Mais j'ai vu Dr. No. Ah, Dr. No, donc le premier, qui est un classique, qui est un classique quand même aussi, quoi. Mais c'est vrai que non, je suis pas du tout de base sensible à James Bond. Je sais pas pourquoi, mais ouais. Non, mais même j'ai essayé là récemment et c'est vrai que. Par contre, pour le délire de Pierce Brosnan, en fait, je pense qu'il y a un truc, j'ai un attachement avec Pierce Brosnan en James Bond qui fait que pour moi, il y en a qu'un seul. Et c'est vrai que c'est tellement débile de dire ça, mais surtout face à Sean Connery. Donc j'imagine que voilà, mais je sais pas. Mais c'est compréhensible parce que pour beaucoup de notre génération qui ont grandi avec les James Bond et puis avec lesquels on n'a pas grandi, par exemple, tu prends un gamin des années 90 qui n'aurait pas vu les premiers James Bond par exemple avec Sean Connery ou Roger Moore, etc. Il commence James Bond, c'est forcément avec Pierce Brosnan. C'est la relance de la licence. Pierce Brosnan qui en a fait à peu près 4 ou 5, enfin un certain nombre, et puis après qui a engendré derrière Daniel Craig et tout ça. Donc en fait pour beaucoup c'est vrai que pour beaucoup de notre génération, je peux comprendre que James Bond c'est Pierce Brosnan, et puis on en reviendra un petit peu plus tard, mais c'est vrai que même physiquement, je trouve qu'il a vraiment la tête, enfin je sais pas, il a vraiment le charisme de James Bond. Il a le truc, il a le swag, un peu carré, il est. Il était beau gosse déjà à l'époque. Dans la plupart des films qu'il faisait, il avait ce rôle de beau gosse. Déjà dans sa série Remington Steele. Alors pour la petite anecdote, ça fait déjà un petit moment en fait qu'il était pressenti pour jouer James Bond, mais bien avant en fait, en remplacement de Roger Moore. Ça devait être à la base Pierce Brosnan qui devait succéder à Roger Moore. Il y avait peut-être un début de négociation de contrat et puis finalement ça n'a pas pu se faire, les choses ont traîné. Pierce Brosnan après s'est retrouvé sur Remington Steele, donc du coup il a dû refuser le rôle de James Bond parce qu'il n'avait pas le temps de s'en occuper.
Et du coup, le rôle est allé à Timothy Dalton, qui était lui aussi un autre acteur qui avait été pressenti pour remplacer Sean Connery déjà à l'époque de Sean Connery. Donc, en gros, c'est assez intéressant de voir que c'est la plupart des acteurs reviennent et finalement, qui depuis un petit moment voulaient faire leur rôle de James Bond, bah, finalement l'ont eu. Timothy Dalton l'a eu pour 2 films à la fin des années 80, et puis Pierce Brosnan, enfin, qui a lancé l'ère James Bond des années début 90-2000. Donc, et c'est clair que ça fait plaisir, quoi. On va s'étouffer. C'est l'émotion, ça se passe quand on parle de Pierce Brosnan. Non, mais en plus, je te disais juste avant, mais moi, c'est indissociable du jeu vidéo, en fait. Ouais. Je me rends compte à quel point, si tu veux, même même James Bond, quand j'étais en train de dire sa tête carrée et tout, ça me faisait penser au cheat code qu'on faisait dans GoldenEye pour avoir, tu sais, les personnages avec des grosses têtes. Ah oui, dans le jeu, sur 64, sur le jeu. Et du coup, je sais pas, là, de revoir GoldenEye, donc pareil, je l'avais pas revu depuis je sais pas quand je l'ai vu la première fois, vers 16 ans, je pense. C'est une expérience de ouf parce que c'est la première fois que ça me fait ça, où je sais pas, en fait, j'ai l'impression que presque le jeu vidéo est arrivé d'abord, et puis qu'il y a eu une adaptation du jeu vidéo, tu vois. Parce qu'on a beaucoup grandi aussi. Ouais, c'est vrai que ça fait quand même 2 événements quand même et puis à le cette film époque-là est de notre moins, enfance. finalement, Quoi. est moins connu que, enfin, est moins réputé même que le jeu vidéo, qui est vraiment un classique et un chef-d'œuvre. Mais et ouais, du coup, tu retrouves les décors comme dans le jeu, tu vois. Tu retrouves, alors que ça devrait être l'inverse, mais il y a vraiment cet effet pour moi qui a été inspiré par le jeu, quoi. Ouais, c'est vrai que ça fait un bel hommage, quoi. Et puis, j'avais un autre exemple aussi. C'est vrai que c'est marrant que tu dis ça, parce que moi, il y avait un autre exemple de jeu et de film, en fait, où j'avais découvert plus le jeu avant les films. Puis quand j'avais redécouvert les films après coup, je me suis dit, ah, mais putain, mais c'est comme dans le jeu. Puis en fait, bah non, en fait, le jeu, c'est comme dans les films. Je crois que c'était Alien vs Predator. Où à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'avais plutôt découvert le jeu Alien vs Predator sur PC. Okay. Et après, j'avais redécouvert surtout le Aliens de James Cameron, puis la suite, tout ça. Et c'est en matant Aliens de James Cameron que je me suis dit, ah mais putain, mais en fait, j'ai joué à cette scène, là, les Marines. Ah mais je me souviens du petit radar, en fait, pour détecter les aliens en proximité, tout ça. Et en fait, non, c'était l'inverse. C'est le jeu qui s'est vraiment bien... Et surtout qu'il y a la question, c'est est-ce que finalement, on préfère le jeu ou le film, quoi. C'est vrai que c'était une époque... On a grandi en fait avec les 2 événements qui étaient le film, donc le retour de James Bond, et en même temps c'était aussi l'avènement d'un des plus grands FPS, du début du plus grand FPS sur console, qui était GoldenEye, développé par les Anglais de Rareware pour le compte de Nintendo. Et c'est vrai que c'était un double événement, quoi. Le jeu a clairement emprunté la légende de James Bond et a inscrit encore plus la légende de GoldenEye grâce au jeu, plus que le film. C'est vrai, là où je te rejoins, c'est que je sais pas si le jeu était mieux que le film, mais en tout cas je pense que le jeu a véritablement aidé à ancrer en fait l'histoire de GoldenEye, l'ambiance de GoldenEye en fait au fil. C'est clair. Si tu dis GoldenEye aujourd'hui, je pense que il y a plus de personnes qui pensent au jeu. La plupart c'est les jeux, ouais, complètement plus que le film. Donc ouais, c'est rigolo ce truc-là, et puis surtout que je pense que c'est un concours de circonstances qui a fait que c'était si tu veux, le jeu aurait pu être un autre univers, il aurait été tout aussi bien en fait. Oui, c'est juste que c'est James Bond, les personnages de James Bond, mais les mecs avaient bossé sur un FPS et puis il s'avère que c'était un FPS à licence James Bond, comme ils auraient pu faire leur propre FPS original, ce qu'ils ont fait après coup avec justement la suite spirituelle qui est Perfect Dark. Ouais, et du coup, mais qui emprunte vraiment beaucoup de ce qu'avait fait GoldenEye. Et du coup, c'était un jeu à licence GoldenEye qui suit les missions du film, et du coup, le film, parlons-en. Alors, il y a eu beaucoup de changements, en fait, parce que un des gros changements, déjà, pour recontextualiser, en fait, la venue de GoldenEye, c'est que, la chute du mur, la chute du bloc de l'Est, c'était la fin de la guerre froide, et ça, mine de rien, ça va avoir une influence assez forte, en fait, dans les contextes historiques dans lesquels les histoires des futurs James Bond vont se dérouler. Justement, et là du coup c'est GoldenEye qui en fait vraiment le début de cette ère post guerre froide. D'ailleurs il y a pas mal de références dans le film où il cite en fait que c'est la fin de la guerre froide, que c'est plus la même époque, même à un moment donné James Bond il se fait reprendre par M quand M lui dit vous êtes je vous trouve un dinosaure de la guerre froide, une relique de la guerre froide, c'est plus comme ça, c'est plus comme avant. Il y a même toute cette scène où il se balade dans ce fameux cimetière, d'ailleurs qui est une mission qui a été reprise dans GoldenEye sur 64, la mission du cimetière soviétique où il y a toutes les vieilles statues de Lénine, de la croix, de l'étoile rouge, qui rappellent
tout ce côté ambiance que voilà, vous voyez, si vous n'avez pas compris, James Bond marche dans les ruines en fait d'une époque d'un ancien James Bond qui n'est plus. Et du coup, et alors même sa relation avec les femmes aussi. Alors sa relation avec les femmes, sa rigolo, relation avec M, il y a plein de choses, il y a plein de choses qui ont changé. Oui, parce que alors du coup, nouvel acteur, nouvel épisode. Donc en fait, en gros, pour vous la faire assez courte dans le synopsis de GoldenEye, de quoi ça parle. En fait, GoldenEye, c'est le nom d'une arme, d'un super satellite qui arrive à envoyer des impulsions électromagnétiques dans l'espace. Et en fait, en choisissant une cible, le satellite déclenche cette impulsion électromagnétique qui est censée en fait dézinguer tous les systèmes électroniques de la cible. Donc en gros, le méchant veut s'emparer de GoldenEye pour pouvoir désigner une cible et puis la raser en fait de l'époque moderne. Et puis en fait, James Bond va être envoyé en mission pour retrouver GoldenEye et puis empêcher que les gens l'utilisent pour en fait anéantir une ville développée, etc. Donc, et James Bond va enquêter d'abord sur le vol d'un hélicoptère. Dans cette fameuse scène de l'inauguration d'un hélicoptère Tigre, un hélicoptère de combat furtif français. Et du coup, il va tenter de retrouver ceux qui ont volé l'hélicoptère, parce que les ravisseurs qui vont voler l'hélicoptère vont se servir de l'hélicoptère pour aller voler GoldenEye dans une espèce de complexe en Sibérie, là, en plein dans le nord, là. D'ailleurs, scène aussi qu'on retrouve dans le jeu. Le jeu, en gros, on retrouve. Il est tellement présent quand tu regardes le film, c'est un truc de fou. Tellement, parce qu'en fait, tu remates le film, tu dis, mais putain, mais oui, mais ça, c'est les missions auxquelles on a joué. C'est le niveau, voilà, Sibérie. Le niveau avec le char d'assaut aussi, dans les rues de Saint-Pétersbourg. Enfin, elles sont toutes là. Donc le contexte est là, donc c'est fini la guerre froide. Là, on entre aussi, qui dit aussi fin de la guerre froide, on entre aussi dans un nouvel univers, une nouvelle intrigue en fait, qui va avoir beaucoup d'influence sur la plupart des films d'espionnage, que ce soit les Jason Bourne ou autres. C'est le techno-espionnage, le techno-terrorisme. Là, on entre vraiment dans... en gros, on essaie de retrouver des satellites qui peuvent pirater des choses. Et ça, on va le voir aussi avec les James Bond qui vont arriver plus tard, qui va y avoir un rôle beaucoup plus important en fait de la technologie. Maintenant, ce qui est inquiétant, c'est la cybercriminalité. Chose qu'il y avait bien sûr beaucoup moins déjà dans les précédents James Bond, quoi. Ouais, parce qu'on rappelle que le film est quand même de 95. Donc, 95, on est vraiment au tout début de 90, c'est tout frais post-guerre froide. Ouais, et puis finalement, Internet, c'est pas... Personne n'a Internet encore, etc. Mais c'est déjà dans les consciences un peu modernes. On vend Internet déjà un petit peu même dans le film, comme quoi c'est des nouvelles façons de communiquer, d'envoyer des informations. Mais ça reste effectivement très high level par rapport à la population qui ne connaît pas encore ça vraiment dans ses foyers, quoi. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est typiquement la scène que tu disais là, quand ils viennent voler GoldenEye dans la station en Sibérie, et ils font un espèce de, je spoil un peu, mais c'est au début, ils font un espèce de massacre en fait, ils butent tout le monde, et puis par la suite, on va apprendre qu'effectivement il y a une survivante. Et puis voilà, et puis un autre gars qui va finalement aller, qui sera un traître, Alan Cumming. Et puis j'ai trouvé que en fait c'est ça a toujours, on en revient toujours un peu au style des années 90, quoi. Je sais pas si c'est plus violent, mais il y a un côté un peu décomplexé décomplexé, droit au but, et puis avec des codes d'action aussi. On sent que les années ont passé quand même aussi depuis des précédents James Bond, où tu voyais le cinéma, les précédents, c'était John Glenn qui était à la caméra. Donc John Glenn, il en a fait beaucoup, hein. Il a fait pratiquement depuis Dangereusement Vôtre, Rien que pour vos yeux avec Roger Moore, jusqu'à les derniers en 87 avec Timothy Dalton. Mais ça restait quand même une réalisation efficace, mais un peu toujours la même, qui était quand même assez plate au final quand on les remate. C'était pas forcément les plus marquants. Et là, on a avec GoldenEye, je trouve quelque chose de plus moderne. Ouais, ça claque tout de suite. La scène d'intro. Parce que t'as dit, moi, c'est quoi celui d'avant du coup ? Permis de tuer. Permis de tuer avec Timothy Dalton. Avec Timothy Dalton dans une 87. En 87-89, je crois, dans une production très Joel Silveresque presque. Ah déjà. On aurait pu imaginer que ce soit. Okay. En fait, c'était un peu le film qui se voulait être une production Joel Silver à l'époque, dans les années 80, fin 80. Joel Silver, les productions, ça y allait. Hein. L'Arme fatale, il y avait, c'était censé être les cinéma d'action. Voilà, nouveau cinéma d'action très musclé. Et du coup, là, les gens de chez Eon Productions et puis Albert Broccoli, tout ça, ils se sont dit, en fait, James Bond, il faut qu'il s'aligne à ça. Il faut qu'il s'aligne dans ses standards. Donc, du coup, on a Permis de tuer, qui était parmi les plus violents aussi, des James Bond. Beaucoup plus violents que ce qu'on découvre maintenant avec GoldenEye.
Mais voilà, qui était un côté très années 80 fatal Joel Silver. Et là, on a une toute nouvelle approche du film d'action par Martin Campbell. Martin Campbell qu'on connaît pour des films comme Le Masque de Zorro, La Légende de Zorro, Vertical Limit, qui est un gars assez à l'aise dans les reboots aussi, parce qu'il avait fait un autre reboot de James Bond qu'on verra plus tard avec Daniel Craig pour Casino Royale. Donc le mec, c'est lui qui a réalisé Casino Royale, ouais, c'est Martin Campbell. Okay. Ah, d'accord. Donc c'est ça qui est intéressant. Et il a réalisé d'autres aussi avec Pierce Brosnan, je crois. Demain ne meurt jamais ou... Non, Demain ne meurt jamais, c'est Roger Spottiswoode. Le monde ne suffit pas, c'est Michael Apted. Ah ok, d'accord. Ah, c'est le seul Pierce Brosnan. C'est le seul Pierce Brosnan. Mais c'est intéressant de voir que à 2 reprises, en fait, Martin Campbell a été là pour en fait donner une espèce de nouvelle vision. C'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, qui a été là pour 2 reboots de James Bond. Et du coup, qui a amené film années 90, ouais, et non pas années 80, même près 2000 en fait. Ah complètement. Quand j'ai vu 95, je me suis dit ok, ça aurait pu être 99, tu vois. Ah oui, complètement. Ça tranche littéralement avec le reste. Ouais. Et il y a un truc aussi que je trouve qui, en plus de la réal, qui est beaucoup plus percutante. On sent aussi que les moyens ont évolué. Même la façon de faire les effets spéciaux, ça a aussi évolué, mais il y a aussi beaucoup la musique qui a beaucoup joué en fait sur le côté purée, en fait, on entre dans un autre univers parce qu'on était habitué à une musique beaucoup plus un peu symphonique et un peu comment dire, une musique un peu anglaise, pop anglaise aussi, la John Barry, qui avait fait beaucoup de musique de films de James Bond. Ouais. Et là, on entre, là, vous pouvez l'écouter, là c'est la musique, c'est la bande originale faite par Eric Serra, Cocorico. Moi je l'aime bien. Et là on entre complètement. Ah ouais, c'est vrai que t'aimes bien la musique d'Eric Serra. Ah ouais, alors moi j'ai du... Alors, c'est peut-être pas le meilleur exemple celui-là, mais non, j'aime bien. Alors encore une fois, il y a aussi dans le jeu, donc ça rappelle beaucoup le jeu. Ça jure radicalement en fait avec les précédents James Bond. Ah oui, ça n'a rien à voir. Avec les précédents James Bond, mais avec le film. Je trouve que ça va bien avec le film, moi. Ah, pas du tout. Moi, je trouve que justement, c'est. Moi, je comprends pas cette musique. Qu'est-ce qu'elle fout là, en fait. J'ai vraiment. Bon, là, c'est un exemple. C'est pas non plus tout le temps aussi bizarre que ce morceau-là. Oui, parce que là, on est sur une scène un peu légère de course-poursuite en bagnole, en fait, de dragouille, où James, il essaye de. Il est en bagnole avec sa Aston Martin, et puis il essaye de faire la course avec cette tueuse là, Xena Onatop, qui elle est en Ferrari, puis Famke Janssen, qui il a aussi un rôle marquant. Ah purée. Ah bah un sacré personnage, c'est ça qui est bien avec cette époque-là. C'est une tueuse SM quoi, SM, plus ou moins. Vachement violente et en même temps vachement portée sur la chose, grosse séductrice. Et assez fofolle quoi, même bien timbrée quoi. Ah ouais non, franchement ça allait. Ouais, je me suis quand même dit, ok, d'accord, ça va. On n'a plus l'habitude de voir ça aujourd'hui, tu vois. Pourtant, c'est pas non plus non, mais ça y est, extrême, mais... au moins, ils avaient du charisme, en fait, à cette époque-là. Même que tu prends le mec, Alan Cumming, qui interprète Boris. Il est iconique, je m'en rappelle bien. Ils sont iconiques, on s'en souvient. Alors, je sais pas si... Bon, je pense qu'aussi, le souvenir du jeu... C'est vrai. Le souvenir du jeu est aussi beaucoup d'influence, parce que ces personnages, on les revoit dans le jeu. On peut même les incarner dans le mode multijoueur. Donc, je pense qu'en fait, ça a vraiment bien ancré. Mais même quand tu remates le film maintenant... Mais là, on l'a maté il y avait pas si longtemps. Ces personnages, on les reconnaît bien, ils ont leur archétype qu'on connaît tout de suite, mais ça marche quoi. Et puis c'est des personnes qui laissent une empreinte quoi. Comme tu pouvais avoir Requin par Richard Kiel dans l'espion qui m'aimait, ou alors Moonraker, comme tu pouvais avoir Oddjob et puis son chapeau qui pouvait trancher des têtes de statues, des têtes d'humains. Et là, je pense que à côté de ça, tu peux très bien mettre Xena Onatop en fait en tueuse sadomaso psychopathe. Je trouve que ça marche très bien, chose que on a un petit peu perdu avec les Craig surtout, où tout est devenu beaucoup plus lisse. Alors peut-être beaucoup plus réaliste en fait. Beaucoup plus réaliste, à l'exception peut-être du personnage de Silva interprété par Javier Bardem dans Skyfall, qui est assez reconnaissable, qui a un charisme qui marche bien. Ouais. Mais un vrai méchant. Un vrai méchant tordu, charismatique, qui fait un peu faux-folle, mais en même temps qui est vachement machiavélique, enfin qui joue un peu sur ce tableau ambigu. Et merveilleusement aussi interprété par Javier Bardem, ça, je pense que... De toute façon, franchement, le casting, c'est vrai qu'il est assez ouf. Il y a Sean Bean. Sean Bean dans le rôle du méchant, Alex Travayen. C'est ça. Travayen, je sais plus. Il y avait celui, j'étais là, mais... Putain, mais je l'ai déjà... Alors, il y en a plein où je me suis dit, je l'ai déjà vu quelque part, celui-là.
Et il y a un que je connaissais pas son nom, qui s'appelle Gottfried John, qui est en fait Jules César dans Astérix. Dans Astérix Obélix. Ouais, c'est lui, qui fait et je voyais bien sa gueule, et dès que j'ai vu, enfin, tu sais, il me son disait profil, trop quelque surtout le chose. profil, tu le connais, ça, le nez et j'ai vu tout. cette bobine là quelque part. Bah, c'est comme aussi Checky Cario, Checky que j'ai Cario pas dans, tout de suite. J'étais là, mais c'est lui ou pas lui? Du coup, il y a c'était Eric s'en attend Serra, après coup, quoi, ouais. Checky Cario, ça fait très Luc Besson tout d'un coup. Et oui, complètement. Puis pas anodin aussi que des scènes sont passées aussi en France. Là, justement, la scène du vol de l'hélicoptère. Oui, c'est vrai. et D'ailleurs, je me suis demandé, l'inauguration. il y a un truc avec la France dans. Tout le début, en fait, où on voit James Bond qui se balade, qui fait la course-poursuite avec la Ferrari, et puis après, qui va jouer aux cartes contre Xena dans ce casino. Tout ça se passe en France, en fait. C'est à Nice ou à Monaco, je crois. Ils sont. Donc, il y a tout ce côté en France. Et puis, et puis après, c'est un voyage quand même, quoi. On passe de la France, après, on va en Sibérie, on va en Russie, en plein Saint-Pétersbourg. Pour finir après à Cuba, enfin supposé Cuba, là où ils ont tourné. C'est la première fois où il y a. Attends, excuse-moi. Oui. Non, vas-y, est-ce que je t'ai coupé complètement? Où il y a, où ils arrivent pour aller essayer d'aller démonter cette antenne parabolique qui a été une vraie station en fait d'observation qui était par exemple en Amérique centrale. C'était pas à Cuba, hein, parce que voilà, même à l'époque, on n'allait pas tourner à Cuba comme ça. C'était encore compliqué, c'est encore assez problématique maintenant, mais. Mais ouais, non, mais ça juste marquait, parce que t'as aussi, parce que pour le casting, je continue, il y a Judi Dench aussi. Je crois que c'est la première fois, du coup, c'est M. c'est la Premier nouvelle rôle M. de M, et puis c'est là aussi que beaucoup de gens aussi l'ont découvert dans le rôle, au cinéma, Judi Dench, qui après a fait tous les rôles de M jusqu'à Skyfall. C'est ça. Et je trouve que c'est tellement iconique, mais alors ça, c'est vraiment, purement parce que c'est le premier que j'ai vu, en fait, de James Bond. Mais pour moi, toutes les alternatives de M, d'ailleurs, je dis pas une connerie, M, normalement, c'est un mec. Alors c'est un mec, c'était Bernard Lee pendant toute une grosse période de James Bond. Okay. Donc, il y a eu 2-3 changements. Sorte de révolution là tout d'un coup à mettre une femme. Et là, le patron de James Bond, c'est une femme et ça implique beaucoup de choses parce que tout de suite, ça pose déjà les jalons de comment est cette personne. Qui incarne une modernité qui est un peu moquée par James Bond en disant mais en fait c'est qui celle-là, c'est pas celle qui va un peu apprendre comment on manie MI6, tu vois. Et l'autre, il lui dit non, mais attends, voilà, toi tu me prends peut-être pour une petite guichetière plus occupée par ses bilans, mais voilà, je suis quand même là. Et puis il y a une espèce de, c'est rigolo parce qu'il y a une espèce de comment dire, de contraste entre, il y a le début du film est quand même très en mode, on fait une course, James Bond au début, il est au volant avec quoi, c'est ça. Non, attends, je dis une connerie, c'est sa prof d'auto-école ou je sais pas, qu'est-ce qu'elle fait. C'est une nana qui est censée faire son évaluation psychologique, je pense, en tant qu'agent, quoi. Donc elle. Ah ouais, ok. Ouais, elle fait son évaluation. Elle évalue, exactement. Et puis lui, il s'en fout, il va forcément l'emballer parce que c'est James, c'est quand il a gardé ce côté séducteur invétéré. Hyper pas du tout 2023, quoi. C'est vraiment très je t'en mets plein la vue. Enfin, il y a vraiment le truc hyper macho de James Bond. Alors c'est vrai qu'ils ont pas encore plein de moments, ça. C'est vrai. À ce moment-là, ils ont pas encore totalement cassé ça, en fait, parce que après, si on voulait faire un épisode James Bond de manière générale, on peut s'apercevoir qu'il y a à partir de GoldenEye jusqu'après à la fin des Daniel Craig, il y a eu tout un processus de castration du personnage de James Bond. Ça veut dire que voilà, on est dans une époque qui n'est plus les années 60. On représente plus en fait la société telle qu'était James Bond dans les années 60. Donc en fait, on change en fait les attitudes de James Bond et il est beaucoup moins séducteur en tout cas Pierce Brosnan. Daniel Craig plus du tout. Daniel Craig plus du tout. Hein. Il a un petit peu. Pierce Brosnan l'a gardé bien porté sur la chose. Daniel Craig, tout de suite, il a été posé. Il a beaucoup plus de problèmes très personnels, des problèmes avec son passé, des problèmes aussi avec sa maman, avec ses parents, ses machins. Donc il y a le gars torturé chez Daniel Craig alors que Pierce Brosnan, c'est le winner, quoi. Ouais, moi, il y a un truc, moi, je préfère, parce que moi, j'ai un gros problème avec les James Bond de Daniel Craig, il peut y avoir quelques bons films, mais moi, j'ai pas du tout aimé de comment ils ont, en fait, pour moi, ils ont perverti le personnage, en fait. Après, ils l'ont aussi actualisé, mais, et puis, je sais pas, après, j'irai pas jusqu'à dire ils l'ont castré, tu vois, mais, ils l'ont. Mais il y a après, je sais pas comment dire, il y a quand même, c'est quand même intéressant de, voilà, on sent à un moment donné, il parle à la secrétaire parce que je crois qu'il la drague souvent, la secrétaire du MI6. Ouais, Moneypenny, ouais. Ah voilà, Moneypenny. Et ouais, je suis désolé, je suis hyper mauvais en James Bond. Du coup, les trucs un peu normaux. T'inquiète pas, je suis là pour dire les noms. Je veux dire, moi, je suis le geekery. Mais et c'est vrai qu'il la drague et tout. Et au milieu du film, tout d'un coup, il y a un truc qui marche plus en fait.
Je sais pas si enfin, je pense que c'est vraiment Non, une parce volonté que- de dire il y a un petit en tout cas une évolution dans le personnage qui fait que ce qui au début est trop stylé chez James Bond, en mode il épate la meuf au volant de sa voiture, il l'embrasse. Enfin, il y a vraiment le truc tout à ce qui faisait les l'ancienne codes, cliché. tout ce qui faisait les codes. Et tout d'un coup, il se de Sean reçoit. Connery, ouais. Voilà, exactement, mais ça date quand même des années 60, donc voilà. Mais tout d'un coup, il se reçoit en retour des remarques en mode ah mais on n'est plus on a changé d'époque James Mais ou des trucs comme ça, tu vois. Il la drague à un moment donné, puis elle lui dit, vous savez que ce genre d'attitude peut être considéré comme du harcèlement sexuel. Le mot est lâché. Il Exactement, le dit et c'est vrai tout. qu'elle Là où elle c'était le casse comme ça. là où c'est voilà cassé directement. Et Ouais, en fait, il y a c'est vrai. beaucoup de choses qu'on voit au fur et à mesure des films, et encore plus avec les Daniel Craig, en disant, on met des grosses flèches, en disant des gros panneaux publicitaires, en disant, vous avez vu. James Bond, c'est fini, c'est plus le même, faut qu'il évolue. Et moi, c'est Ah, là c'est où ça. j'ai un problème en fait avec le fait d'adapter un personnage comme ça à travers les. C'est pas facile en fait. Les prismes d'une époque. Les prises d'une époque. Ah ouais. Le mec, c'est un Mais personnage bon, qui a James été Bond, écrit c'est depuis. ça en même temps. Il a été écrit comment C'était à la base, Ian Fleming l'a vu plutôt comme un dandy chic. Là où en fait il l'a légèrement changé avec Sean Connery qui a apporté un côté un peu bestial et animal à James Bond. Le côté après dandy chic un peu plus léger, un peu plus blagueur, on le retrouve plus avec Roger Moore. Mais c'est vrai que ce qu'il y a, c'est que les personnages par Ian Fleming ont été écrits d'une certaine façon, mais les films ont apporté, comme tu dis, au fur et à mesure des années et puis des époques, un personnage qui devait aussi un peu coller avec son ambiance. Donc en fait, qu'est-ce que c'était les années 60 ? Et ben c'était la révolution sexuelle. Voilà, on essayait de comment on faisait pour mouiller les petites nanas. En gros, à l'époque, vulgairement, c'était comme ça. Et ben voilà, on te met le beau mâle, le masculin, un côté animal et assez provoquant et rentre dedans. Parce que Sean Connery, il a mis un personnage de James Bond très dur. Hein, c'est presque assez méchant, hein, qui a peu de respect pour les femmes, qui a peu de respect en fait tout court pour les gens. Il y va vraiment animal, quoi. Et ça, c'est un truc qu'ils ont essayé un petit peu de d'édulcorer au fur et à mesure en disant non, on va un petit peu le calmer. Mais en même temps, ça jouait avec ce côté fascinant. Moi, c'est pour ça que j'adore la version Sean Connery de l'époque. Parce que je trouve que ça lui colle bien. Et puis, ça Moi, fait je trouve partie pour du quelqu'un personnage. qui aurait. Ouais, bon, remarque, tu l'as pas vu à sa sortie, mais. Ou alors, ouais. J'imagine la Quelqu'un sortie. qui l'aurait vu jeune. Je sais pas. Ouais, non, mais en vrai, c'est perso, je pense. À que l'époque de la j'accroche pas sortie, forcément avec les anciens James Bond. C'est très personnel. Mais c'est vrai que je les ai pas aussi vus à l'époque. Mais bon, en fait, comme tout le monde, parce que quand on avait 16 ans, on regardait direct les plus récents. Ouais. Mais bon, moi, ça me choque pas que ça suive son époque, en fait. C'est un personnage. Il y a tellement d'épisodes, t'es obligé de, justement. C'est un peu le principe, quoi, de refléter ton époque. D'ailleurs, c'est que, les James Bond, tu les regardes aussi, comme certains autres films, pour rentrer dans une époque, tout d'un coup. Alors, Tu te replonges dans Ouais, les mais je mœurs, trouve et que dans le style, dans les vêtements, dans les voitures d'une époque. Là, c'est assez ouf quand tu regardes GoldenEye. Alors, j'ai plus d'exemples précis, mais bon, même que ce soit les voitures, remarque. Mais t'as les voitures, les montres, les décors. T'as un côté un peu. Avant, c'était clinquant, tu vois. Mais c'est le clinquant des années 90, quoi, tu vois. Et je sais pas, moi, ça me plonge dans une époque, GoldenEye. Alors oui, parce qu'il y a encore des choses, assez iconiques. Encore une fois, on le répète, on est encore au début de ce processus de transformation du personnage. Hein. On le voit, le Pierce Brosnan a encore gardé un petit peu ce côté un peu totalement what the fuck de James Bond jusqu'à Meurt un autre jour, le dernier qu'il a fait, où là, ça part carrément en live. Là où moi je pense que le vrai changement s'est opéré avec Daniel Craig. On est vraiment rentré sur quelque chose de très sérieux. Ouais, c'est ça. On disait en gros que la C'était bagnole. pas si sérieux à l'époque. Voilà, on disait en gros que maintenant c'est sérieux, la bagnole à gadget c'est fini. Ah ouais. Q il lui dit même dans le film, non, mais les gadgets, non, on donne plus dans ce genre de choses. Et moi je trouve ça dommage. Moi j'ai un pincement ouais, quand. moi aussi, je pense que ça fait vraiment partie du personnage. En fait, si t'enlèves ça, ça devient. C'est ça, ça devient quoi ? James Bond c'est what the fuck. C'est ça qui a fait le succès quand même à l'époque. Ouais. Qu'est-ce qui faisait ce truc extraordinaire qui changeait par exemple d'un... Faut voir à l'époque. À l'époque, t'avais des films d'espionnage comme Les 3 jours du Condor, qui était quelque chose dans le hard très sérieux, très réaliste. Les Hommes du Président, c'était pareil. Voilà ce qu'on se représentait dans les années 70, une forme en fait d'espionnage très réaliste. Ouais. Et là, t'as James Bond qui arrive, qui voyage, île paradisiaque, des gadgets, des bases avec des méchants charismatiques, qui avaient des mains en pince, enfin des trucs... Moi, il y avait un côté très pulp en fait dans James Bond, très comics.
très BD en fait, c'est ça qui était génial. C'est vrai. J'ai été surpris de revoir ça finalement en regardant celui-là. Et dans GoldenEye, il y a encore ça. Il y a encore beaucoup ça. Il y a encore beaucoup ça. Il a encore quand même des gadgets. C'est pas encore une fois, aux yeux d'aujourd'hui, le film n'est pas du tout réaliste, quoi. Ouais, mais il a perdu un petit peu ce côté. Ou les réactions. Alors le quoi. pire, je trouve, c'est les réactions. Les punchlines. Alors vraiment des punchlines qui durent tout d'un coup 4 secondes alors qu'ils sont en train de se faire mitrailler par 25 personnes, tu sais. Et puis que ce soit lui ou Sean Bean au début, là je sais plus ce qu'ils disent, mais c'est en mode vraiment James. Ouais, et ils se répondent pendant au moins 4-5 phrases et t'es là, non mais attends, enfin ça n'a aucun sens, je veux dire. Alors c'est complètement, et mais à chaque fois le danger est désamorcé par des punchlines, mais pas exactement comme aujourd'hui, mais ça reste pas avec léger de l'humour. Enfin, ouais, je sais pas comment dire. Il y avait moins d'humour quand même, mais par contre, voilà, très léger. Ça désamorce le truc. Alors le personnage de James Bond a toujours eu ce truc on utilise un petit peu l'humour pour désamorcer des situations un peu tendues. Il y avait déjà ça avec Sean Connery, qui avait beaucoup aussi ce côté je t'en place une petite comme ça, un peu hautain. Roger Moore à fond. Roger Moore, on était vraiment au summum du cabotinage et puis je te fais des petits mots d'humour assez légers pour vraiment désamorcer certaines situations dramatiques. Là où GoldenEye, en fait, ce qu'il y a, c'est que GoldenEye, il y a beaucoup. C'est vraiment le film qui est au croisement, en fait. Il est vraiment. Il pose vraiment la fin d'une toute une génération de James Bond d'époque et qui amorce le début d'une nouvelle. Mais je trouve que ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas oublié d'être assez fun, tu vois, au point, par exemple, de termes de mise en scène, de mettre des idées vraiment intéressantes en termes de pur fun d'action et de scène, comme par exemple, on n'hésite pas à faire une course-poursuite, on te met un char d'assaut dans les rues de Saint-Pétersbourg qui suit une bagnole et qui défonce. Pas mal cette scène. Enfin voilà, Elle est marquante aussi, ça. Elle est marquante, mais voilà, c'était le genre de film, on osait encore faire ça. Des scènes what the fuck comme ça. Après, il y a eu des scènes, par exemple, dans la bibliothèque, pareil, où ça mitraille à tout va. Il sort son petit grappin de sa boucle de ceinture, et puis voilà, il se suspend, il se balance. Donc, ça, je trouve en plus dans un tout assez fluide. Je trouve que Martin Campbell, en termes de réalisation, au-delà que ça soit pas un immense réalisateur, mais je trouve que c'est un réalisateur super efficace. Pour filmer l'action, pour te créer des scènes où les personnages tout de suite ils sont vivants, ils se sentent à l'aise dans leur personnage. Moi j'ai beaucoup vu ça aussi avec Le Masque de Zorro, que j'aime beaucoup, où c'est des films très 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 agréables à regarder et à suivre en fait, les films de Martin Campbell. C'est un bon technicien, il fait très bien le job, même dans Casino Royale je trouve qui est mon préféré des Daniel Craig du coup, parce qu'il y a ce truc... il sait mélanger le côté swag de James Bond, mais aussi avec des bonnes scènes d'action qui marchent bien, quoi. Donc, ouais, c'est des bons souvenirs. Et ce serait intéressant de revoir les 3 suivants, en fait. J'avais oublié qu'il y en avait 3. Alors après, il y a eu Demain ne meurt jamais, Le monde ne suffit pas, et Meurt un autre jour. Parce que je m'en rappelle plus, mais bon, voilà, je les avais vus à l'époque aussi. Mais je pense que c'est un peu... Alors peut-être c'est plus what the fuck. Non, je me souviens plus, mais il faudrait vraiment... Ce serait rigolo de les revoir. Alors après, il y a eu... Ils ont moins marqué parce qu'ils étaient un peu sur des réalisations un peu moins inspirées. Même si pour toi, c'est le meilleur. Le GoldenEye, ouais, même si j'aime beaucoup Demain ne meurt jamais. J'hésite des Pierce Brosnan entre GoldenEye et puis Demain ne meurt jamais. GoldenEye peut-être plus parce qu'à cause du jeu, bah voilà, franchement c'est des scènes mythiques que t'as vues et que tu rejoues après, donc du coup ils sont bien ancrés dans ta tête. Mais Demain ne meurt jamais, je trouve qu'il faisait bien le taf aussi. En plus la musique, ils ont mis David Arnold qui avait fait fraîchement la musique d'Independence Day et puis de Stargate, la Porte des Étoiles. Donc on est revenu à quelque chose de beaucoup plus symphonique et à la fois en même temps assez swinging London. Donc il y avait un retour un peu à ce côté James Bond au niveau musical qui faisait plaisir, donc moi j'aimais bien ça. Et puis Le monde ne suffit pas, il y a Sophie Marceau qui est trop belle, quoi. Mais sinon, quand tu vois Denise Richards en physicienne nucléaire, c'est juste pas possible, quoi. Ça marche pas du tout. Mais je trouve que les trois, tous ceux-là sont efficaces. T'y crois, tu reviens, qu'elle t'enseigne la physique nucléaire. Denise Richards, c'était... Bon, bref. Ouais, c'était un peu... Ouais, c'était toute une génération à notre époque et tout. C'était Denise Richards qui a bien marqué aussi. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais... Ouais, je sais pas, c'est...
Que dire de plus? Non, le film pour ce qu'il est, il est vraiment efficace. Quand tu remarques encore les scènes d'action, je trouve que c'est d'une lisibilité à toute épreuve. Non, mais puis c'est juste, ça fun, fonctionne. Le mec il filme bien. C'est encore un exemple de film qui quand même sait comment filmer l'action. Mais c'est très 90s quand même, je trouve. C'est très 90s, c'est ouais. Bah, la Ou photo, presque la photo et 2000 tout. comme on disait, mais je veux dire voilà, il y a pas de doute quoi. Et la photo aussi. Et c'est toujours des expériences intéressantes. Mais moi j'adore ces films là qui d'une manière ou d'une autre te replongent dans une période. Et puis alors là oui, GoldenEye encore une fois de par le jeu aussi me replonge dans une période quand j'étais plus jeune et tout. Donc ouais, il y a cette nostalgie-là, et puis je trouve que l'ensemble est cohérent quand même, tu vois, la musique, qui effectivement est très bizarre, quoi, qu'on entend beaucoup dans le jeu aussi, et puis la scène d'intro, en fait c'est des... Ouais, enfin, peut-être que je me répète par rapport aux autres films qu'on chroniquait aussi, et peut-être que les films à cette époque étaient faits justement sur ce modèle-là, mais c'est des scènes en fait. Ouais. T'as des set pieces qui... comme ils appellent, ça veut dire vraiment tout est fait autour de plusieurs scènes. T'as peut-être 5-6 scènes dans Ouais, les gars étaient 6 inspirés, décors quoi. différents, et du coup tu t'en souviens comme des scènes quand même marquantes, tu vois, contrairement à peut-être aujourd'hui où t'as plus un film un ensemble, et puis où tout d'un coup t'as une scène que tu te souviens, tu vois. Mais là, il y a plusieurs scènes que je me souviens. Enfin, vraiment, t'as ce truc de chaque décor à son histoire, à ses personnages bien caractéristiques. Alors oui, c'est assez... Oui, c'est parce assez simple, quoi. C'est assez. Mais on te fait beaucoup de promesses qui sont tenues en fait. Ça veut dire que dès le début, en fait, on te pose les personnages, façon, on les se rend tout de suite promesses, comment ouais. ils sont. Ça veut dire que en fait, tel personnage aura sa scène. Et puis elles sont là. La promesse est tenue en fait. Ça veut dire que tu vois la scène de Xenia Onatop là. Tu vois un peu comment elle est, caractère et tout. Tu te dis voilà, t'as envie de savoir déjà en gros qu'est-ce qu'elle va faire encore comme truc, comment elle va mourir aussi, dans une belle scène aussi avec l'hélicoptère là dans la jungle. Donc voilà, c'est pour ça que c'est payant, parce que les personnages sont marquants, mais ils ont aussi les scènes marquantes qui leur sont associées. Donc c'est pour ça que ça fait des bons souvenirs, quoi. Mais c'est vrai que voilà, c'est déjà le début d'un changement, quoi, encore là pour James Bond. Maintenant, il aura des comptes à rendre vers M, qui fait déjà office un peu de maman. Voilà, maintenant c'est un peu ça va vite Après, devenir c'est vrai qu'on en parle aussi, on en parle d'une manière assez assez sérieuse. Le film est quand même est quand même très léger. C'est très léger. Et Puis Pierce Brosnan endosse le rôle, mais parfaitement. Il a le regard. Même quand il balance ses punchlines de séducteur, moi je trouve que ça marche très bien. Moi je trouve qu'il fait un très bon James Bond, en tout cas dans GoldenEye, il a le truc. En plus, il est vachement beau gosse. Je veux dire, comparé par exemple à Daniel Craig, où moi je trouve que Daniel Craig c'est un bon acteur, mais c'est pas un bon James Bond du tout. Moi je trouve que ça le fait pas du tout. Mais pour le coup, Pierce Brosnan, ouais. Non, parce pardon, il a pas la. Moi je trouve qu'il a pas la classe en fait, Il a pas la contrairement classe, à Pierce ouais. Brosnan qui est vraiment. Il porte très bien le smoking. C'est ça, ouais. Et même dans les prochains qu'il va faire, je trouve qu'il a su garder ce côté très classe. Alors quelle note tu donnerais sur 10? À GoldenEye, Ouais. je pense que je dirais facilement un 8 sur 10. Hein. Ouais, moi aussi. Ouais. 8 Ouais. sur 10, j'enlève un peu des points pour la musique, que je trouve une horreur. Et puis, généreux, mais c'est l'expérience qui est agréable en fait. Ouais. Donc, James ouais, Bond, pas James ouais. Bond, ça reste un bon moment de divertissement. Enfin, je veux dire, le film, il se regarde. Que vous ayez suivi ou pas la saga des James Bond, franchement, ça n'a pas d'importance. Vous lancez ça, vous êtes franchement pris dans cette intrigue un peu techno-thriller, et ça marche très bien, quoi. Je crois qu'on a tout dit. Enfin, bon, on pourrait en parler des heures. Ça pourrait même donner une idée de faire un épisode spécial aussi. Pourquoi pas James Bond avec aussi d'autres personnes, parce que c'est quand même un gros personnage cinématographique qui a quand même beaucoup influencé aussi. Qui a été influencé et puis qui a influencé d'autres films, hein, parce que on en Oui, parlait. mais souvent, je pense qu'on parle pas souvent. Enfin, c'est peut-être ceux qui sont le plus oubliés, j'ai envie de dire. À part que maintenant, avec le revival 90s et tout, ça, on en reparle, mais à la base, je pense que ceux-là étaient quand même, il y a pas si longtemps, c'était pas c'était pas des classiques, quoi. Les classiques James Bond, c'est Sean Connery. Oui, c'est plus Sean Connery, les Opérations Tonnerre, Goldfinger, mais GoldenEye a quand même son. Ne serait-ce parce que voilà, les mecs, ils ont fait un jeu dessus qui l'a rendu aussi mythique que le film, Alors, c'est clair. ça aide, je pense, les gens à avoir un bon souvenir. En tout cas, franchement, matez-le. Matez-le, ça reste plutôt un bon James Bond. C'était pas le meilleur des James Bond, mais en tout cas, ça reste un super film là. Un super film divertissant, et puis et si vous l'avez vu, si vous êtes de notre génération, ça fait toujours plaisir. Il a pas vieilli en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'on avait un bon souvenir de l'époque. Moi, j'avais un bon souvenir de l'époque, et en le redécouvrant,
et bah ça reste quand même un bon film en fait. C'est pas la déception. Alors là où ça a vieilli, c'est que ça fait très studio, je trouve. Ah oui. Mais d'une manière agréable. Ça fait partie de ces films où t'aimes bien justement te plonger à l'intérieur du truc parce que tu vois que c'est du studio, mais en fait c'est confortable. T'sais. C'est les films où, je sais pas, la station en Alaska. Ah oui, mais tu vois que c'est pas très réaliste, mais dehors, tu vois, t'as envie d'être dedans, tu vois. Ouais, je vois. Et c'est ça, que ce soit au niveau des lumières, des décors, du côté où tu vois que ça a été fait pour le film. Ah, mais l'ambiance est là et tout. T'as envie de te plonger dedans quand même, quoi. Ouais, complètement. Donc voilà, c'était Goldfinger, GoldenEye. Finalement, on fait vite le lapsus. Donc, un bon conseil, voilà, si vous n'avez pas vu GoldenEye ou si vous l'avez vu, redécouvrez-le ou découvrez-le et puis dites-nous ce que vous en avez pensé. Avant de finir la petite émission, on va faire un petit point aussi d'autres choses qu'on peut vous suggérer, peut-être plus récents au niveau un petit point actu, en fait, des choses qu'on a vues récemment. Toi, Manu, est-ce qu'il y a une petite série ou un petit film récemment que tu as vu que tu recommanderais à nos chers auditeurs ? Alors, moi, je suis en train de regarder une série française qui s'appelle D'argent et de sang. D'argent et de sang, ouais. Disponible où ? Je sais pas si t'as vu. Sur Canal, produit par Canal. Ah, création Canal+. Exact. Qui est excellente. Franchement, je surkiffe. En fait, ça parle de ce qu'ils ont appelé l'arnaque du siècle. C'était en France... je sais plus vraiment quelle année, mais je pense début année 2000, 2010. En fait, c'est l'arnaque à la taxe carbone et qui a été une énorme. On en a pas mal entendu parler, une énorme histoire. Et en fait, ça retrace cette histoire de deux petits, on va dire deux petits arnaqueurs. Interprétés par Ramzy Bedia et puis un autre acteur que je connaissais pas. Et en fait, ils vont, si tu veux, eux, c'est le début de la série. C'est des arnaqueurs à la TVA, je sais pas comment on les appelait, mais ils font des petites arnaques comme ça sur d'autres choses, un peu tout et rien. Et un jour, en fait, ils apprennent qu'il y a la France veut taxer le droit de polluer. Et du coup, donc il y a une TVA là-dessus. Et puis, de fil en aiguille, ils essaient ils sont convaincus que c'est une super opportunité. Et ils vont se rapprocher d'un gars qui est pas du tout de leur milieu, qui est un gars qui est dans la, je sais pas s'il est dans la bourse, mais en tout cas un businessman beaucoup plus friqué qu'eux. Et la série retrace cette histoire donc improbable entre deux gars de je suis désolé, je suis pas très précis de quartier de Paris, mais vraiment des gars un peu pas de banlieue, mais disons des gars qui vivent de petites arnaques avec tout d'un coup un gars de la haute finance et tout. Qui se mettent ensemble pour créer l'arnaque du siècle. Et Ramzy Bedia est juste, donc de Eric Ramzy, est juste incroyable. Il est bon, ouais. Il y a Nils Schneider aussi qui joue... mais enfin, tout le casting est trop bien. La réalisation, en fait, c'est Xavier Giannoli, qui est un réalisateur de cinéma qui est moi, que j'aime beaucoup déjà. Et c'est ce qui m'a fait jeter un coup d'œil à la série, parce que d'habitude, je suis pas forcément très friand de séries françaises. Et franchement, ça vaut tellement... Enfin, je la conseille trop. J'accroche trop. Et j'ai pas dit Vincent Lindon, rôle principal, pardon. Vincent Lindon. Donc qui enquête sur... donc qui fait partie des douanes et qui essaie simplement d'attraper au début, de comprendre comment ça fonctionne et puis d'essayer de les choper, quoi. Et ça suit le parcours de ces gangsters et de ce gars de la douane. Qui a aussi ses propres problèmes personnels. Enfin bref, voilà, c'est juste trop bien fait. C'est entre guillemets une réalisation à l'américaine, j'ai envie de dire, très efficace, qui rappelle des fois même un peu du Scorsese. Ok, ah oui, c'est pas mal ça. Et je l'ai entendu en interview de Xavier Giannoli, et je le connaissais pas, mais j'avais vu un autre de ses films, et puis je sais que c'est un nom qui est un peu connu comme auteur. Et j'ai trouvé incroyable comment c'était vraiment un gars, tu sais, je sais pas, qui me semblait trop intelligent, trop intéressant à écouter. Et du coup, ça m'a donné envie de regarder tous ses autres films. Et vraiment, j'ai vraiment bien accroché sur ce truc. Et voilà, je la conseille. Ok, très bien. Tu te rappelles le nom de la série, c'est D'argent et de sang. D'argent et de sang, disponible, donc une série Canal+, donc sur MyCanal, sur Canal+, vous pouvez voir ça. Moi, j'ai enfin vu 3000 ans à t'attendre.
de George Miller. Ah ouais. Je l'avais loupé au cinéma et puis du coup c'est vrai qu'on avait un peu loupé, on avait hésité aussi à en faire une chronique, on n'a pas pu le voir aussi, mais alors franchement je l'ai enfin vu et je suis pas déçu. Et parce que ça reste tout ce que sait faire George Miller en termes de savoir raconter une histoire, savoir conter, parce qu'on est dans l'univers du conte, on est un peu dans l'univers Mille et une nuits, parce qu'on suit le personnage de Tilda Swinton qui en fait achète une espèce de bouteille flacon dans un souk en Turquie pendant qu'elle fait une conférence. Elle la ramène à sa chambre d'hôtel et puis en la nettoyant, il s'avère qu'en fait il y avait un génie emprisonné, interprété par Idris Elba, qui était emprisonné depuis des siècles en fait, 3000 ans à t'attendre, etc. Et du coup, le génie apparaît et lui propose en fait de satisfaire ses 3 vœux. Et après, il y a toute une conversation où ils vont apprendre à se découvrir, à se connaître. Et puis, au fur et à mesure de l'aventure, tout se passe dans la chambre d'hôtel du personnage de Tilda Swinton, mais c'est le génie qui en fait raconte en fait comment il a atterri dans cette bouteille, comment il s'est fait emprisonner. Donc il y a pas mal de contes, c'est conté par le génie, avec une mise en image absolument sublime. J'ai pas d'autres mots. Visuellement, c'est incroyable. Quand il raconte ses histoires, ça te plonge dans des paysages d'Orient fantastiques, avec des images de fou comme seul George Miller sait les faire. Alors bien sûr, on n'est pas dans du Mad Max, mais presque. Je trouve que les trucs un peu fantasmagoriques qu'on pouvait retrouver dans des personnages dans l'univers de Mad Max, on le retrouve aussi dans 3000 ans à t'attendre. C'est juste... c'est hyper léché, c'est très travaillé, c'est beau, t'es emporté. Je trouve que les 2 personnages, leur alchimie, leur interaction, ça marche super bien. Tilda Swinton joue admirablement bien. Parce qu'après on sait que cette relation du génie et puis de Tilda Swinton, ça va évoluer après en histoire d'amour qui va être aussi compliquée. Mais le film est magnifique. Donc, c'est le film qui vient juste après Fury Road. Voilà, c'est le film qu'il a réalisé juste après Fury Road, donc il a vraiment embrassé carrément autre chose, mais on reste dans l'univers du conte. C'est vraiment un conte des Mille et une nuits en version moderne, avec une esthétique, un visuel de fou. Et puis une musique magnifique. Franchement, c'est beau, quoi. C'est vraiment du gros George Miller. Tu m'as donné envie, parce que c'est vrai que Alors bien sûr, j'adore Fury Road, mais je sais pas pourquoi ce film-là, c'est vraiment très bizarre. Mais il y avait rien qui, à part George Miller, mais il y avait rien qui me donnait envie. Oui, parce que alors on n'est pas du tout sur de l'action à la Mad Max Fury Road, ça n'a rien à voir. Mais ne serait-ce quand Idris Elba commence à te raconter en fait, vous savez, il y a une histoire, j'ai eu une histoire avec la reine de Saba. Et puis du coup il raconte cette histoire et là flashback et puis il te met en scène un univers de palais oriental, visuellement c'est fou, rien que visuellement quand il raconte ces histoires, t'es embarqué dans le truc et il a l'art de savoir raconter des histoires, George Miller. C'est ce que j'allais dire, il passe d'un genre, d'un style d'histoire à une autre, mais complètement radical, quoi. C'est ça, mais Mad Max à Babe, quoi. Que ce soit Mad Max, Babe, Happy Feet 2 et puis 3000 ans à t'attendre, tous ces films-là, ils ont un truc commun, le mec il sait te raconter une histoire. C'est incroyable à quel point t'es happé dans le truc. Après, t'es sensible ou pas à l'histoire, mais... T'es sensible ou pas, moi j'aime beaucoup les univers de contes aussi, où c'est fantasy, où justement j'ai envie de voir un peu ce que le gars a dans sa tête, en fait, visuellement, et ce mec c'est ouf ce qu'il a dans sa tête. Faut voir comment des personnages, comment ils sont représentés, des décors et tout, des façons de mettre en scène, par exemple, le génie, de le faire interagir. Des mecs comme ça fait plaisir de voir encore des réalisateurs qui ont un imaginaire, qui ont de l'imagination encore bien nourrie, là où, quand tu vois, malheureusement, la plupart des films de fantasy fantastique ou autres que tu vois maintenant, point de vue imagination et monde imaginaire, on est très limité. Les personnes sont rarement inspirées, mais alors là, George Miller, putain, ça fait plaisir. C'est très bonne surprise. Et moi j'avais aussi, comme tu dis, un petit peu cet a priori. Alors j'avais confiance parce que c'était George Miller, mais aussi effectivement on revenait tous de se prendre la claque cinématographique du siècle avec Mad Max Fury Road. Et là venir avec après un tout petit film, ce qui me un film plus intimiste, un tout petit film, c'était chaud. Et puis surtout que je l'ai pas vu, je précise, mais ça m'a rappelé, mais d'ailleurs je crois que je l'avais dit, la bande-annonce déjà me donnait l'impression d'un autre film qui s'appelle The Fall de Tarsem. Je sais pas si t'avais vu ce truc. Ah oui, non, alors Tarsem, ça faut tu vois le style The Fall ou The Cell? Non, The Fall. The Fall, ouais. Alors Tarsem Sim, il faut se le coltiner. Alors ce qui diffère, George Miller. C'est pas dans ce style-là. Non.
Ok. Non, parce que Tarzan Scene c'est mauvais, mais George Miller c'est juste génial. Bon, il y en a Donc, qui aiment, hein, mais il y en Tarsem, a qui- mais moi je suis ouais, pas non mais plus- Tarsem, The Cell, c'est juste pas possible. Enfin, personnellement. Et puis l'autre qu'il a fait avec Mickey Rourke et puis Henry Cavill, avec ces espèces de dieux d'Olympe, là, avec cette espèce de 300 à la Tarsem. J'ai oublié le nom. même pas vu, Au secours, c'est Ok. juste pas possible. Non, là où George Miller. Immortel. Immortel, voilà. Les Immortels, ouais. Ah oui, Immortel, si vous avez pas vu, oulala, attention, faut s'accrocher. Donc oui, il a un univers enfin très. Ah oui, qui- il a son univers, c'est clair. Mais non, c'est. Faut être sensible. Quand tu regardes le film, tu dis ouais, c'est George Miller. Oui, c'est George Miller. Quand t'as vu Babe, Happy Feet 2 et Mad Max, Ok. et quand tu vois ça, tu dis oui, bah c'est du pur George Miller et ça fait plaisir, quoi. Ok, bon, Voilà. bah, tu Donc me- c'est tu me l'as 3000 ans vendu. à t'attendre, disponible en location, mais moi je l'ai vu récemment, je crois qu'il était disponible soit sur MyCanal, mais aussi sur Prime Video, si je dis pas de Torrent. bêtises. Sur un torrent, ouais. C'est le mec qui font la promotion du torrent. Ça existe encore, le Casa. torrent, sur Casa, sur uTorrent, J'ai et vu puis, GoldenEye sur Casa. sur Casa, voilà, prenez. Ouais, c'est ça, on les a tous vus. Ouais, parce que nous, non seulement on mate les films de l'époque, mais on les consomme regarde à la façon de l'époque, comme quand on faisait les petits Sur truands Windows de XP, lycée, quoi. C'est que ce serait drôle, il faudrait pousser l'expérience jusqu'au bout. Ah ouais, sur notre lecteur Winamp ou VLC d'époque. Tu peux changer les interfaces là. Ouais, tellement, avec les bubules et tout. Donc Bref. voilà, donc ça c'est, je pense, voilà, je l'ai dit, ouais, Prime Video ou MyCanal, ou sinon disponible en location aussi. Donc franchement, si vous aimez l'univers George Miller, vous serez pas déçu par celui-là parce que c'est un tout bon. Ok, bah vendu. Voilà, donc vous voilà informé. Donc on arrive à la fin de l'épisode de La Grange, reprise. On va continuer notre série en fait des films des années 90. On en a encore plein. On a une liste, mais alors longue Ouais, comme c'est le vrai. bras de films à Mais je me aborder. dis, il faudrait qu'on fasse des, je sais pas, une espèce de ligne, une thématique. Est-ce qu'on devrait faire un épisode avec 2 films, par exemple, qui sont dans le même, tu vois, qui ont des points Oui, il y a communs il y a ou- beaucoup de choses qui peuvent se Je rassembler. sais pas, on va voir suivant les jusqu'à films, quand mais- on va suivre cette ligne de film 90s, mais C'est c'est rigolo, en tout cas pour l'instant, c'est... Bah déjà, le fait que ça soit des films des années 90 de notre enfance, c'est déjà un c'est bon ça. fil rouge en fait au conducteur des choses qui nous ont touchés. Et puis je pense que vous aussi, s'il y a des auditeurs aussi de notre génération, eh ben, j'imagine que ça vous parle aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi dans les commentaires, parce qu'on va repasser cette émission aussi sur YouTube. Et sur YouTube, vous aussi lâchez des commentaires. Donc n'hésitez pas aussi à lancer des films aussi de votre enfance, des films doudous qu'on n'aurait pas abordés ou qu'on n'aurait pas encore de notre petite liste. Et on se fera un plaisir aussi de les Ah bah, à ajouter. fond, et puis d'en certainement parler, on doit les avoir aussi sur notre liste, donc... Bah oui, parce qu'on est là pour parler des choses communes. Voilà, on a grandi avec ces films-là, on a envie de les partager, donc c'est aussi pour vous que vous puissiez les partager avec nous. À fond, je suis d'accord. Voilà. Non, mais c'est clair. Bah c'était cool, merci Manu. Bah merci à C'est toi. sympa de reprendre Ouais, la ouais. Grange. Merci aussi Un à peu, vous voilà. Un peu d'être- peut-être... je sais pas, le si vous êtes retour... là ou pas. ouais. Ouais, non. On a fait un peu long, mais... Si, moi on a eu en plus récemment là, un nouveau commentaire là, sur une émission qui mériterait plus de visibiliser. C'est les petits commentaires qui font plaisir, donc c'est aussi ce genre de choses qui donnent envie de continuer. Mais là, vu qu'on a un peu plus de temps, on va essayer aussi de s'octroyer un peu plus de temps pour être un peu plus régulier. Je sais, ça fait 2 ans qu'on dit ça. Mais on essaye. On va mais... arrêter, je crois. Ouais, mais là, non, mais ce qui est cool, c'est qu'on soit toujours là. On soit toujours là à faire des émissions et à chroniquer des choses et on aura toujours le plaisir de le faire. Ouais, hein, c'est à scotch, c'est ce que j'ai dit. Non, hein. c'était un bon mot de la fin. quoi. Un bon mot de la fin. Allez. Voilà, bon, on fait des bisous. Ciao. À la prochaine pour un prochain épisode de La Grange.